Et puis, Ça marche, merci beaucoup. Et bah, du coup, bonjour à tous. Euh, donc, je fais juste un petit aparté en tout début pour commencer. On devait être trois pour la présentation d'aujourd'hui. Malheureusement, Mathieu a eu un gros contretemps ce matin, une petite urgence qui était complètement pas prévue. Donc, pour ceux qui avaient regardé un petit peu le déroulé de la programme, il y aura seulement, mais c'est déjà pas mal, je pense, Juliette et moi qui vous présenterons la psychomotricité aujourd'hui. Donc, pour commencer à se présenter, moi, c'est Lénaïque. Je suis étudiante en troisième année de psychomotricité à Mulhouse, du coup, et aussi tutrice à la fac. Donc, si jamais vous avez des petites questions en après-cours, vous n'hésitez pas à envoyer un petit SMS au tutorat, il n'y a pas de souci. Voilà, et moi pour me présenter, donc c'est Juliette Cauchy, je suis en PM1 du coup à l'UFR Santé, donc la première promo de psychomode de Besançon. Alors là, c'est gentiment le petit déroulé du plan qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est en deux parties. On a fait en sorte que la présentation dure environ une petite demi-heure. Comme ça nous laisse une demi-heure pour pouvoir échanger avec vous. On pose des questions, des renseignements complémentaires ou des petits éclaircissements si nécessaire. J'espère juste qu'on m'entend assez bien parce que j'ai le micro qui est perdu sur le casque qui est un peu loin. Ok, super, merci. Donc, on va avoir toute une première partie sur la présentation de ce qu'est le métier de psychomotricien en général, parce que ça nous semblait important. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont sur cette vidéo parce qu'ils ne connaissent pas plus que ça et que ça les intéresse de découvrir. Et une seconde partie qui sera plus spécifique aux études et qu'on a réadapté cette année parce que maintenant, comme on a la chance d'avoir une institution à Besançon et des contacts à cette institution de Besançon, on adapte un petit peu plus que ce qu'on aurait pu faire l'année passée avec la spécificité de ce nouveau lieu de formation. Alors, le métier de psychomotricien, qu'est-ce que c'est? Et en même temps, la tête et le corps, mais on parle aussi de triade. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Au final, le nom de notre métier, c'est un peu une anti-sèche. On a la prise en compte d'un côté très psychique et d'un côté très moteur, mais c'est dans un seul mot, donc c'est tout en même temps. Parce qu'on considère l'interaction réciproque de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit comme étant indissociable. On peut le préciser un petit peu dans ce qu'on va parler de triade caractéristique, donc tout ce qui est du sensorimoteur. Donc là, on retrouve la notion de motricité à laquelle on ajoute la notion des sens, donc le goût, la vue, l'odorat, le toucher, etc. La notion de psychoaffectif, donc on retrouve la notion de psychisme, mais aussi l'impact affectif, donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la relation et des interactions du sujet avec ses pairs et tout ce qui est neurocognitif. Donc là, on va rejoindre encore un petit peu ce côté psycho, mais ce côté plutôt de la psychique d'un versant physiologique. Et ce qu'on va voir un petit peu, c'est que l'intérêt, enfin, un des intérêts de notre métier, ou ce qui nous plaît plutôt pas mal, c'est qu'en fait, on va se retrouver un petit peu au milieu de plusieurs autres métiers qui sont un peu plus connus que le nôtre, du coup. C'est tout ce qui est sensorimoteur, la motricité, la fonctionnalité, c'est très, très employé par les kinésithérapeutes. Tout ce qui est psychoaffectif, ça va être très travaillé par les psychologues. Et tout ce qui est neurocognitif, c'est beaucoup de la neuropsychologie, de la neurologie. Et nous, on a cette petite chance de se retrouver un petit peu à la croisée de tout ça, ce qui va permettre un certain nombre de possibilités qu'on va détailler un petit peu après. Donc, on a abordé l'importance de la boucle sensorimotrice. Donc ça, c'est un concept de base dont on se sert pas mal en psychomote. C'est qu'on va avoir tout ce schéma-là qui se met en place, le petit graphique que vous pouvez voir, à chaque fois qu'on va réaliser une action ou à chaque instant de la vie finalement. Pour donner un exemple, si on va avoir une influence extérieure, de cette influence extérieure va naître une sensation. La sensation, ça va être simplement en fait, ce qui est un petit peu subtil. La différence entre la sensation et la sensation, c'est par exemple le fait que ma main vienne toucher ma main, et la perception, c'est quand l'information est montée au cerveau, donc que j'ai conscience de cette sensation. La sensation est encore inconsciente, parce que c'est l'action proprement parlé, alors que la perception, c'est l'analyse cérébrale. Tout ça va entraîner des représentations par rapport à je connais la situation, je ne connais pas la situation. En fonction de cela, on a tout un enjeu émotionnel qui se met en œuvre.
qui entraîne une réponse motrice pour s'adapter à ces facteurs extérieurs qui est venu un petit peu nous titiller ou nous perturber. Il y a un exemple que justement la troisième personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc Mathieu de son prénom, pour ceux qui avaient lu le petit descriptif, avait donné l'année passée qui était assez sympa. C'est qu'on prend l'exemple, ce n'est pas censé arriver, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite, de se faire attaquer par une bête, un ours, tout ce que vous voulez. La bestiole, c'est l'extérieur. La sensation, c'est le fait qu'elle est vue, la perception, c'est j'ai conscience que je l'ai vu, il y a eu une analyse, c'est passé de ma rétine à mon cerveau. La représentation, c'est ah, ça je connais, c'est dangereux. L'émotion, ça va être par exemple de la peur ou une petite montée de stress, parce que dans ma représentation, c'est un animal dangereux, donc ça craint que je sois ici. Et la réponse motrice, c'est je pars en courant, par exemple. Donc tout ça, ça va être en lien avec ce qu'on appelle les items psychomoteurs, puisque même si on se trouve un peu à la croisée de tout le monde, on a aussi nos propres petites choses. Ça, c'est les items principaux que vous pouvez voir ici, qui sont vachement importants. Et en fait, c'est tout ce qui est mis en jeu dans les actions, tout ce qui est mis en jeu dans ce qu'on fait un petit peu à chaque instant. Je vais vous les expliquer un petit peu parce que ça peut sembler un petit peu abstrait comme ça. Donc, le tonus, par exemple, c'est très fondamental. On en parle absolument tout le temps pour la simple raison qu'il s'agit de l'état de tension permanent des muscles. Donc, on va avoir plusieurs types de tonus, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, cet état de tension musculaire, c'est ce qui permet à la fois de maintenir une posture, à la fois de s'adapter à son environnement. C'est ce qui permet d'agir au final. Donc, c'est assez primordial. Et on va le considérer unique chez chaque personne. C'est un petit peu comme notre petite carte d'identité, mais corporelle, vous voyez? Et qui est d'autant plus important parce qu'en lien avec tout notre système émotionnel et affectif, on a une notion très importante en lien avec le tonus qu'on va appeler le dialogue tonico-émotionnel. Donc, c'est par exemple quand on se serre la main, on va, suivant la poignée de main qu'a l'autre, se dire que si la poignée de main est un peu flasque, peut-être il n'est pas très motivé aujourd'hui. Si elle est vachement, j'allais dire rigide, mais ce n'est pas un bon terme. S'il y a beaucoup de force, si c'est une poignée qui va être plutôt entreprenante, disons, on est sur une personne aujourd'hui, elle a de l'énergie, elle va pouvoir faire des choses de sa journée. C'est des petits indications comme ça qu'on peut avoir et qui peuvent être intéressants dans la vie de tous les jours, mais qui vont nous être très utiles quand on va être au contact de patients ou de personnes qu'on va accompagner. On va avoir après comme autre fonction assez importante l'axe corporel. Donc l'axe corporel, c'est tout ce qui est sentiment de verticalité. On a un versant physique, donc c'est le fait de pouvoir se tenir droit et de ne pas être tordu comme ça. Et il y a aussi un versant psychique qui est assez intéressant. Donc c'est pour donner un exemple, parce que ça peut sembler un petit peu abstrait, on prend une personne âgée qui n'a pas eu trop de chance dans la vie et qui a perdu ses enfants, ses petits-enfants, elle est toute seule. Physiologiquement, elle peut se tenir debout, elle peut marcher, il n'y a pas de souci, mais au final, elle se casse quand même la figure et elle chute assez souvent. Parce que en psychomotricité, on peut émettre l'hypothèse qu'au niveau de son axe corporel psychique, elle se sent plus de tenir debout parce qu'il y a trop de choses qui pèsent sur elle, parce que c'est trop difficile. Après, on va avoir tout ce qui est notion de latéralité. Donc, la latéralité, c'est rien de bien compliqué. C'est l'utilisation préférentielle d'un organe pair du corps. Foncièrement, ça va être par exemple être gaucher ou droitier. Je préfère ma main gauche, je préfère ma main droite, tac, tac, et je m'en sors mieux. Ça marche aussi pour les pieds, pour les oreilles, pour les yeux. Bon, dès qu'il y en a deux au final. Le schéma corporel, ça va être ce qui va faire qu'on sait où sont nos différentes parties du corps, ce qui fait que là, par exemple, je sais que c'est une main, que c'est la mienne, et je sais à quoi ça sert, ce qui est vachement pratique. Ça va aussi prendre en considération tout ce qui est volume un petit peu du corps, le fait que quand on évolue dans un environnement, on ne se paye pas les portes si on regarde. Parce que si on ferme les yeux, ça ne marche pas pareil. Et le schéma corporel est très intriqué à l'image du corps, mais l'image du corps, ça va être plus sur un versant psycho-affectif, c'est-à-dire que c'est comment je ressens mon corps, comment je le juge dans mon fonctionnement et dans un sentiment affectif. Par exemple, un exemple qui est assez concret, c'est les personnes qui vont souffrir d'anorexie.
on va estimer qu'elles ont un trouble de l'image du corps parce qu'elles sont un petit peu épaisses, comme des coucous, mais elles se perçoivent avec une corpulence qui est trop importante pour ce qu'elles veulent. Donc souvent, on a un décalage à ce niveau-là. Après, l'espace-temps, je vais en parler de manière un petit peu intriquée quand même parce qu'on évolue chaque jour qui passe, chaque instant qui passe dans un espace-temps dans lequel on s'adapte, auquel on s'adapte, que l'on structure et dans lequel on s'organise. Et tout ça, c'est à mettre en lien avec une petite notion qu'on a appris, le rythme, qui est aussi plus ou moins propre à chaque personne. Et c'est cette capacité à évoluer dans mon espace, prendre en considération le temps et aussi mon rythme personnel et le rythme des autres personnes. Et les motricités globales et fines, pour terminer, c'est tout ce qui va être. La motricité globale, c'est quand on met en jeu un gros segment corporel. Par exemple, quand je marche, je mets en jeu mon corps complet, je suis en action de motricité globale. Mais par contre, si je suis en train de faire de la broderie, comme ça, c'est plutôt mes doigts qui travaillent, c'est motricité fine. Parce qu'on est sur un mouvement fin, précis, qui met en jeu une petite partie corporelle. Et là, je vous ai gentiment étalé toutes nos fonctions, tous nos items psychomoteurs, mais ce qui est important et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une influence réciproque partout. Ils sont tous en lien et ça rend que chaque profil psychomoteur est unique. De toute manière, si on était tous pareils, ce ne serait pas marrant. Donc, c'est mieux comme ça. Mais un exemple assez simple, tout à l'heure, on a gentiment évoqué que le tonus, c'est l'état de tension permanent des muscles, mais que du coup, si je déconne, c'est un petit peu embêtant. Parce que si on est sur quelqu'un qui n'a pas assez de tonus, il va être un peu flasque. Et, par exemple, au niveau de la motricité globale, ça peut être compliqué. Au niveau de faire des mouvements fins avec les doigts, des fois, il faut savoir mettre un petit peu de force, un petit peu de tension. Et si ce n'est pas possible pour la personne parce qu'il y a un problème de tonus, le trouble tonique va entraîner des problèmes de la motricité globale. Donc, ce qui est vraiment important à prendre en compte dans la perception qu'on a des troubles, c'est qu'il n'y aura jamais une seule chose touchée et il faut essayer de savoir quelle est la première chose dans cette échelle dans cette cascade au final qui a été impactée pour essayer d'agir sur le début et qu'après ça découle sur tout le reste. Donc là, on a commencé un petit peu à amorcer cette notion de trouble. Donc un trouble psychomoteur, comme on l'a dit, il peut toucher une ou plusieurs sphères psychomotrices, mais quand il touche une sphère, il y a toujours un impact ailleurs en même temps. Il n'y a jamais qu'un seul truc qui se passe. C'est assez subjectif par toute la composante psychique qui est évoquée avant et le fait que chaque personne a un profil psychomoteur unique, multifactoriel, donc le neuro, bio, psycho, environnemental. N'ayez pas peur de tous ces jolis acronymes. C'est simplement pour dire que le trouble psychomoteur va être en lien avec la triade, si vous vous rappelez, la petite triade qu'on a vue au tout début. Hop, il faut la glisser un petit coup. Donc, ça fait qu'on a forcément un impact au niveau de la structure neurale, au niveau de la biologie de la personne, au niveau de l'organisation psychique et au niveau environnemental, parce qu'une personne s'inscrit toujours dans un environnement, donc à la fois un environnement physique, un environnement affectif, un environnement psychique. On n'est pas tout seul, et même quand on est tout seul, la grotte, c'est un environnement, donc il n'y a pas de... Ça ne peut pas être unifactoriel dans notre conception de la chose. Et fluctuant à travers l'espace et le temps, c'est aussi un petit peu toute la subtilité de la chose. C'est que une personne qui va avoir un trouble, le trouble ne va pas forcément s'exprimer toujours pareil, toujours tout le temps. Mais ça se voit en fonction des troubles, ça se voit en fonction des personnes, parce qu'on a dit que c'était personne dépendant. Et c'est ce qui fait un petit peu que chaque accompagnement est unique, tout comme chaque personne est unique. Et souvent, c'est un petit peu ce qui nous plaît aussi quand on s'oriente par là. Donc, c'est quand même sympa. On parle des fonctions, on parle des troubles, qu'est-ce que c'est qu'un trouble, mais à quel moment, au final, on a besoin d'aller en psychomotricité? Parce que, ouais, des fois, je peux avoir un tonus un petit peu bas parce que j'ai pas envie aujourd'hui, je suis un peu triste et c'est pas pour autant que je suis dans de la pathologie et que je vais avoir besoin de psychomotricité. C'est vrai, on n'en a pas toujours besoin. Donc, à quel moment on y va? L'intervention psychomotrice, il faut bien considérer qu'elle peut se faire à tout âge. Nous, on a un champ d'intervention qui va de la néonatologie, donc l'enfant prématuré, à l'accompagnement de la personne en fin de vie.
Mais si je vous dis juste, on peut travailler avec des personnes de tout âge dans tout type de structure, c'est un petit peu vague. Donc, on avait travaillé sur une petite reclassification en fonction de nos champs d'exercice. Donc, par champ d'exercice, j'entends éducation psychomotrice, rééducation psychomotrice et thérapie psychomotrice. L'éducation, ça va être en le sens de quelque chose, d'acquérir quelque chose. C'est je ne l'avais pas avant, avec cet accompagnement, je vais l'avoir. Donc, c'est l'acquisition d'une fonction. Donc, on est sur une idée de développement. Et cette éducation psychomotrice, on peut le faire en crèche, en école, en IME. Un IME, c'est une structure d'accompagnement pour les enfants. Les plus connus, généralement, c'est des IME pour les enfants atteints d'autisme, de polyhandicap ou encore de déficience intellectuelle. C'est ceux qu'on a le plus sur le territoire, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive que je vous donne là. La rééducation psychomotrice, là, on va être sur le fait de récupérer quelque chose. On l'a perdu, on essaie de le revoir. Donc, on est dans le champ de la rééducation. C'est tout transparent, ça fait plaisir. On n'est pas là pour se casser la tête non plus. Donc là, ça va être par exemple quand on intervient dans les services de traumatologie, dans les services de neurologie, dans des CAMS, c'est aussi de l'accompagnement d'enfants quand, par exemple, il y a eu un accident, un traumatisme ou ces choses-là. Et ensuite, la thérapie psychomotrice, là, on est plus sur du soulagement, sur de l'accompagnement, sur du support. L'idée, c'est pas tant de chercher à récupérer une fonction, c'est d'amener une forme de confort et une forme d'apaisement. Donc, on est plus intéressé sur le vécu de la personne. Et là, c'est quand on va travailler, par exemple, en psychiatrie, en EHPAD, en gériatrie, en soins palliatifs, etc. Après, à savoir que là, on fait des beaux tableaux tout classifiés, tac, tac, mais ce n'est pas parce qu'on est en rééducation psychomotrice, par exemple, qu'on ne peut pas faire un petit peu de thérapie. Parce que quelqu'un qui est en rééducation parce qu'il a eu un traumatisme, qu'il a eu un gros accident, il peut avoir des douleurs qui nécessitent un soulagement. La douleur, c'est pas je réapprends à avoir quelque chose, c'est j'ai besoin d'un apaisement. Donc là, par exemple, la thérapie peut se réinjecter ailleurs. Tout comme l'éducation, le fait d'apprendre quelque chose, ça peut se réinjecter ailleurs aussi. Pour rester sur cette idée de personne qui a eu un traumatisme, imaginons, elle s'est cassé le genou, elle a eu une prothèse totale de genou. Au niveau éducatif, ça va être comment j'apprends à marcher avec cette prothèse. Parce que là, d'une certaine manière, on réapprend à marcher, mais on n'a pas on n'a pas la physiologie initiale. Donc, c'est à la fois un réapprentissage d'un geste, à la fois un apprentissage d'une nouvelle condition. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. J'espère que ce n'est pas trop fouillis. Ce qui nous amène à la classification de la prise en charge ou la prise en soin, comme on préfère un petit peu l'appeler pour des questions de mots, finalement. Donc, la prise en soin de la personne, ça va être toute l'importance de l'alliance thérapeutique, le fait de mettre en place une relation de confiance avec la personne qu'on a en face de nous, de ne pas se prendre pour un tout-puissant qui sait tout, parce que la personne en face a autant de choses à nous apprendre et à nous apporter qu'on a de choses à lui apprendre et à lui apporter. Donc, c'est vraiment une situation où on essaie de se mettre sur un pied d'égalité, en fait. On est vraiment sur une notion d'alliance et pas d'ascendance. Et la médiation, donc la médiation, c'est un gros morceau du package du psychomotricien. En fait, c'est que pour faciliter un petit peu d'une certaine manière et rendre une prise en soin plus ludique, on va utiliser des intermédiaires pour que la personne, elle se trouve, elle ait envie de venir, qu'elle prenne plaisir dans sa thérapie, éducation, rééducation, qu'elle soit contente d'être là et qu'elle s'investisse dedans, parce que quelqu'un qui est investi aura plus de chances de récupérer, apprendre, etc. Et qu'en même temps, si elle est contente de venir, si elle s'investit, ça favorise aussi l'alliance thérapeutique par la relation de confiance, par l'investissement de la personne. Et du coup, ces merveilleuses médiations, elles sont super larges. En fait, du moment que ça va pouvoir rentrer dans le projet de soins, que la personne y aura un attrait, qu'on a une petite maîtrise, une petite connaissance, on va pouvoir utiliser n'importe quel intermédiaire. Par n'importe quel intermédiaire, j'entends par exemple des méthodes de relaxation, il en existe des caisses. Nous, par exemple, à Mulhouse, on a déjà vu 5 ou 6 de différentes. On peut utiliser tout ce qui est médiation animale, donc équithérapie, canithérapie, etc. On peut utiliser des sports, on peut utiliser des arts, donc tant de la peinture que la sculpture, que la musique, tout ce que vous voulez. Et j'en ai sûrement oublié plein là comme ça, mais en fait, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de la personne qui est en face de vous et en fonction de votre propre sensibilité. Et c'est aussi ce qui amène un champ des possibles d'autant plus large. Après, il y a
une importance de l'empathie, mais à prendre un petit peu avec des pincettes quand même, parce que l'empathie, dans la définition pure et dure, hein, c'est être capable de se mettre à la place de la personne. Mais c'est plutôt, nous, on le voit plutôt dans le sens, essayer de comprendre sa situation et de se dire, bah oui, là, elle est dans cet état-là, mais enfin, au vu de ce qui vient de lui arriver, c'est normal, je peux accuser réception de la chose, mais l'idée, ce n'est pas de tout prendre ce que la personne, elle envoie, c'est aussi savoir un petit peu poser de côté tout ce qui est difficile, parce que si on s'investit trop émotionnellement, personnellement, il y a un moment, on se trouve débordé et c'est pas le but non plus. Le but, c'est d'être empathique pour accompagner au mieux et comprendre ce que la personne, elle ressent, mais pas d'être trop empathique au point de nous se mettre à mal. Parce que de toute manière, si on est mis à mal, on sera plus efficace et on pourra moins correctement accompagner la personne qu'on va avoir en face de nous. Tout ce qui est notion de créativité, ça va être pas mal en lien avec la médiation parce que, par exemple, si je veux utiliser une médiation BAL pour une personne qui est en rééducation parce qu'il y a eu un traumatisme au niveau du genou, la balle, je peux l'utiliser de différentes manières. S'il y a des douleurs, je peux venir chercher la balle pour la passer au niveau du genou, pour faire un genre de toucher thérapeutique, amener une sensation agréable et essayer de diffuser la douleur. Et puis à côté, quand ça va bien, bah, la balle, je peux faire des échanges de ballons, elle tape dedans, elle retrouve une fonctionnalité, une amplitude articulaire. Et ça, en fait, c'est des déclinaisons qu'on peut faire avec tout et n'importe quoi, avec n'importe quelle médiation. L'idée, c'est toujours dans cette idée, je répète beaucoup idée, je suis désolée, c'est toujours dans cette idée d'adaptation à la personne qu'on a en face de nous, à nos idées et aux objectifs thérapeutiques qu'on aura mis en place. Et tout ce joli petit package-là, c'est très ancré dans la pluridisciplinarité, parce que comme vous l'avez vu au niveau de la toute première triade qu'on vous a présentée, en fait, la psychomotricité, c'est un petit peu au cœur de plusieurs métiers. On est venu cocher à droite à gauche et on a créé quelque chose avec en plus des notions psychomotrices qui nous semblaient importantes. Et donc forcément, déjà de base, nous, dans la conception de notre métier, on est en lien avec d'autres professions. Donc, on avait tout ce qui était neuropsycho, psycho et kinésithérapie au départ, mais il y a aussi l'ergothérapie avec lesquelles on est très lié. Et au final, au plus on prend le temps de se poser, au plus on trouve que pour qu'il y ait un accompagnement qui soit le plus juste possible, un professionnel, généralement, ça ne suffit pas trop. Donc, c'est vraiment discuter avec les autres professionnels et mettre en place un projet commun où chaque profession va pouvoir amener sa spécificité et qu'on puisse au mieux accompagner le patient parce qu'on fait toujours ça dans son intérêt. On n'est pas là pour venir lui mettre des petites cracottes comme ça. C'est pas le but. Donc, c'est toujours dans cet intérêt de patient et dans l'idée d'avoir la chose la plus ajustée et la plus adaptée possible. Là, on va passer à la suite. Alors, du coup, pour les études de psychomote, avant cette année, donc comme Ouel et Naïk, ça se déroulait à Mulhouse et dans les autres écoles en France. Cette année, on a la chance que l'école est ouverte à Besançon. Donc moi, ben, je fais partie de la première promotion de Besançon. L'année dernière, j'étais également en PACES. Donc voilà, je pense que je comprends bien où vous êtes. On va essayer de vous expliquer un petit peu au mieux les études, comment ça se déroule. Donc maintenant, donc, on est dans les locaux de la fac de médecine à l'UFR Santé à Besançon. Donc dans cette première promo, on n'est que 10 étudiants. La sélection, elle s'est un petit peu fait à l'arrache cet été parce que la création de la promo s'est fait au dernier moment en même temps. Donc nous, dans notre promo, on est constitué donc essentiellement de PACES redoublants et de PASS, mais on a également des réorientations professionnelles. On a certains qui viennent de licence de psychologie. On a un petit peu un mix de toutes les études un petit peu autour. Mais à compter de l'année prochaine, ceux qui composeront la promotion, ce sera essentiellement des étudiants qui viennent de PASS et de LAS. À confirmer, on sera peut-être également composé de PASS et de LAS qui viennent de Dijon, mais ça, c'est qu'une hypothèse qu'on a entendue, donc à suivre. Les promotions, elles vont également augmenter, donc nous, on n'est que 10, mais
normalement, vous serez à peu près 30. Donc, ce sera super cool. Comme ça, on pourra partager plein de choses parce que c'est vrai qu'à 10, on a vite fait le tour. Donc, voilà. Alors, pour la première année, donc, on se concentre énormément sur le développement normal et la petite enfance. Avant ça, on va bien sûr un petit peu étayer toutes les fonctions psychomotrices que l'ENAIC a présentées un petit peu au début. Donc, nous, c'est vrai qu'au premier semestre, on s'est énormément concentré sur tout ce qui est tonus, latéralité, etc. Et donc, pour la répartition des UE, on n'a pas tout fait encore parce que tout est un petit peu partagé entre le premier et le deuxième semestre. Mais l'UE1, ça va être tout ce qui est santé publique, pédagogie, pardon, la pathomédicale et la pharmaco. Pour l'instant, on n'en a presque pas fait l'UE1. Donc, ce sera plutôt au deuxième semestre. En UE2, on fait anatomie descriptive. Donc ici, un petit peu par chance, on ne refait pas de l'anatomie compliquée comme un PACES avec tous les détails, etc. C'est beaucoup plus simple. On voit vraiment un petit peu toutes les bases du membre supérieur, du membre inférieur, de la colonne vertébrale, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus simples et concrètes qu'on va pouvoir utiliser derrière dans notre métier. L'UE3 en neuroanatomie et neurophysio. Pour l'instant, on a seulement fait un cours sur l'œil, donc sur la vision, etc. Et pareil, ça viendra au deuxième semestre. Pour l'UE4, on a la psycho générale et les compétences précoces du jeune enfant en sociologie. Donc ça, vous allez un petit peu y aborder en PACES avec le développement normal de l'enfant, etc. Et la psycho générale, eh ben, c'est vraiment toutes les notions de base en psycho qu'on aborde. En UE5, la psychiatrie de l'enfant, pareil, on n'a pas encore commencé, ce sera au deuxième semestre. En UE6, la psychomote, on en fait toute l'année. C'est la matière la plus conséquente et la plus importante parce que du coup, on va voir toutes les notions fondamentales de psychomote. Donc là, c'est vraiment un gros morceau, mais c'est des cours qui sont super intéressants avec toutes les notions psychomote. On commence quelques pathologies qu'on va rencontrer en psychomote. Et voilà, c'est super cool. Et pour finir, l'UE7, donc ça va être tout ce qui est pratique psychomotrice et stage. Donc les stages, nous, on va commencer fin janvier. Donc on a un stage d'observation de 2 semaines en maternelle, donc toujours pour le développement normal de l'enfant. Et courant avril, on aura également un stage en crèche, donc là où on verra un petit peu des enfants avec un âge beaucoup plus large qui va du bébé finalement à l'enfant. Donc voilà. Donc je parle vite fait de la certification PICS, c'est la certification un petit peu relou à passer en informatique qui est obligatoire pour gérer un petit peu tout ce qui est Word, Excel, etc. Donc ça, c'est un peu long, mais bon, on est obligé de le faire. Donc voilà. Et on a un petit peu d'anglais aussi. Ce n'est pas une matière qui est très conséquente. C'est une petite part finalement de notre emploi du temps. Donc ça se fait finalement bien, même si on n'a pas non plus un niveau. Et si on n'est pas bilingue, ça se passe bien en général. Et donc, pour les pratiques psychomotes, je vais un petit peu insister là-dessus parce que c'est vrai que par rapport à l'ENAIC, donc à Mulhouse, on n'a pas du tout les mêmes TP. Donc, nous, depuis le début de l'année, on en a fait énormément. La dernière qu'on a fait, c'était du self-défense. On a fait du cirque, donc du cirque avec tout ce qui est trapèze, également avec les clowns. On a fait beaucoup de méthodes de relaxation. Donc, comme Léna disait, il y en a tellement que voilà, on ne peut pas toutes les aborder pendant nos études de psychomote, mais on essaie d'en voir quand même les principales. On a fait également du Qigong. Donc, le Qigong, je pense que personne ne connaît. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, des reportages des reportages en Chine, etc., où vous voyez des personnes dans les parcs, souvent des personnes âgées qui font un petit peu des mouvements répétitifs tous en groupe. Et ben c'est ça, voilà. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait tellement, je me rappelle même pas de tout tellement on en a, mais voilà, on essaie de voir un maximum pour choisir un petit peu sur quoi on travaillera derrière. Lénaïque, du coup, je te laisse peut-être un petit peu continuer sur les pratiques que vous faites à Mulhouse aussi. Ouais, bah, du coup, c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir échanger à travers les différents instituts parce qu'au final, on se rend compte qu'on ne fait pas tout à fait les mêmes choses. Nous aussi, on a vu quelques techniques de relaxation, mais par exemple, en première année, je me rappelle qu'on faisait du judo
On ne faisait pas de self-défense, on faisait de l'expression corporelle. C'est un petit peu comme de l'initiation au théâtre. On avait aussi du cirque. Du cirque, on a la chance d'en faire pendant les 3 ans, ce qui est assez chouette. Qu'est-ce qu'on faisait en première année? Ça commence à remonter un petit peu. Après, je sais que l'année passée, on a fait de l'équithérapie, par exemple, où c'était assez sympa. Pendant les 3 ans, on fait une pratique où c'est pas tout à fait de la relaxation, c'est quand même très actif. C'est une forme de relaxation active qu'on appelle l'eutonie. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Moi, personnellement, avant de débarquer en psychomote, je ne savais même pas que cette chose existait. Et pourtant, on en mange pendant 3 ans, donc c'est qu'il y a pas mal de trucs à faire dedans. Et après, on fait pas mal de découvertes avec des TP. On a eu de l'art-thérapie un petit peu, on a eu de la musicothérapie, on a eu des TP sensoriels qui étaient assez intéressants. Donc, c'est là où vous pouvez aussi constater toute la richesse et toutes les potentialités de médiation qui sont possibles. Et ça fait que, évidemment, dans tous les instituts, on ne peut pas toutes les faire, mais on a la chance à Besançon et à Mulhouse d'avoir des institutions qui essaient de nous donner un panel le plus large possible, alors que dans d'autres institutions, ils sont un peu plus spécialisés à s'orienter sur un truc et voir tous les champs des possibles. Je sais que par exemple à Lyon, ils vont être très intéressés par tout ce qui est de l'ordre de la recherche. Nous, on en fait un petit peu moins. On a des petites initiations, mais c'est beaucoup moins conséquent que chez eux. Mais par contre, on fait beaucoup plus de méthodes de relaxation, alors qu'ils doivent en voir une ou peut-être deux maximum, par exemple. Voilà. Et du coup, j'ai un petit peu réfléchi avec les autres pratiques qu'on avait. On fait également de la danse contemporaine, donc pour tout ce qui est expression corporelle, au niveau également émotionnel, parce que on voit la différence, on n'a que 2 garçons dans la promo. Voilà. Au niveau de la danse, ils sont un petit peu moins à l'aise que les filles parfois. Pour également explorer un petit peu toutes les notions de rythme, d'espace, de temps. Et on a commencé une formation qui est géniale et qui est très rare en France pour les psychomotes, qui est le Brain Ball. Le Brain Ball, c'est quoi? C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais en fait, le Brain Ball, on va utiliser certains types de balles pour en fait faire un petit peu de la rééducation au niveau motrice, etc. Et donc, on a commencé cette formation, on a fait 2 jours de formation. On va continuer au 2e semestre et normalement, si tout va bien, au bout des 3 ans, donc on pourra être certifié au Brain Ball et pouvoir l'utiliser dans nos médiations avec les patients. Donc voilà. Alors, la PM2, je te laisse faire les naïcs, peut-être, tu sauras mieux que moi. Alors, que ce soit pour la PM2 ou la PM3, pour vous faire le diapo, c'est basé sur un genre de décret de compétences que Juliette m'a transmis, parce que, comme elle vous l'a dit au tout début, elle fait partie de la toute première promotion de Besançon. Donc, ça fait qu'à Besançon, ils sont très détaillés au niveau du programme de première année, mais le détail du détail des programmes de 2e et de 3e année n'est pas encore construit, ce qui est normal, ça va se faire au fur et à mesure. Donc, en regardant un petit peu le champ de compétences les champs de compétences qu'elle m'a transmis, et puis moi, les cours que j'ai déjà pu avoir, je me suis rendu compte que c'était quand même assez similaire au niveau des matières. Donc, en 2e année, il y aura de l'anatomie et de la physiologie qui viendra reprendre un petit peu ce qui est fait en première année et amener des nouveaux compléments. De la pédiatrie. Donc, il faut savoir que la première année, elle est très orientée développement normal et petite enfance. La 2e année, c'est enfance, adolescence, début d'âge adulte. Donc, comme on fait lien, on garde quand même une notion de pédiatrie, d'autant plus qu'en 2e année, il y a beaucoup d'apports sémiologiques. Donc là, on va voir la sémiologie, c'est tout ce qui est pathologie, troubles, etc. Donc, on garde quand même ce petit module, l'enfant est toujours là, on fait lien avec l'année précédente. Toujours une importance de la psychologie et de la psychiatrie. Donc, la psychologie, j'imagine que ça vous semble logique qu'on la retrouve tous les ans parce que psychomotricité. La psychiatrie, peut-être un petit peu moins, mais en fait, il faut considérer que les psychomotriciens interviennent énormément en psychiatrie, de par les troubles psychiques d'une part, et en même temps, tout ce qui est morcellement corporel et perception morcelée de l'espace et de son propre corps que les personnes qui vont avoir des troubles psychiatriques peuvent montrer. Évidemment, on a de la psychomotricité, ça on la retrouve en grosse majorité pendant les 3 ans, et c'est bien, c'est un petit peu la base.
Du théorico-clinique et des études de cas. Les études de cas, en fait, généralement, c'est sur du 2-3 pages. On étudie un petit peu en genre de dossier patient synthétisé et ça permet un petit peu de se faire l'idée de quel trouble je vois, qu'est-ce que moi je ferais ressortir, quel je mettrais en place bien, quel projet de soins je pourrais imaginer pour cette personne. Ça, c'est utile pour les MSP dont on vous parle à la slide juste après. On continue les pratiques psychomotrices et les stages. Et du coup, à Besançon, a priori, vous aurez 2 stages courts et un stage long. Et stage long, tu avais dit, c'était quel jour en deuxième année? Les stages longs, ce sera le lundi et le mardi durant toute l'année. Voilà. Nous, à Mulhouse, on ne connaît pas les stages longs, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Et du coup, pour la troisième année, on continue un petit peu notre échelle de la vie. Donc, troisième année, on passe sur plus adultes et personnes âgées. On va avoir de l'anatomie pathologique, de la législation, parce que savoir un petit peu ce qui peut nous pendronner dans le métier, c'est quand même un petit peu important, même si ce n'est pas les cours les plus marrants. Enfin, ça dépend de vos attraits. Moi, personnellement, j'aime pas, mais il y en a qui adorent ça, hein, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, ça a son importance. On retrouve encore de la psychologie, on retrouve encore de la psychiatrie, on retrouve évidemment de la psychomotricité, toujours tout ce qui est théorico-clinique, les pratiques, les stages. Donc, sous le même format qu'en deuxième année, mais là, je crois que c'est fin de semaine, les 2 jours, tu m'avais dit. Oui, ce sera le jeudi et le vendredi. Ok. Et du coup, les MSP, c'est ce qu'on met en lien avec les études de cas. Donc, MSP, c'est mise en situation professionnelle. En fait, en troisième année, pour valider l'année, il y a 3 choses à valider. Il y a les partiels, il y a le mémoire de fin d'études et il y a les MSP, donc les mises en situation professionnelle. C'est une étude de cas avec... en fait, c'est un cas qui est tiré au sort. Enfin, chez nous, en tout cas, c'est un cas qui est tiré au sort où, du coup, il faut analyser tout un dossier, enfin, faire une étude de cas comme on apprend depuis la deuxième année et mettre en place un faux projet de soins, faire une épreuve de bilan. Donc, un bilan psychomoteur, c'est ce qui va nous permettre de définir là où il y a des difficultés, là où il y a des facilités par rapport à une population dite, entre guillemets, normale. Et il y a un temps de pratique où on montre, là dans mon projet de soins, j'ai mis ça. Par exemple, je veux faire de la relaxation. Donc, pendant mon examen, je fais un début de séance de relaxation pour montrer comment je m'y prendrai. Ce qui permet d'avoir un diplôme d'État à la fin. Et donc, on n'a pas la chance d'être reconnu licence. Je préfère casser le mythe tout de suite. On fait 3 ans d'études, mais on est reconnu bac plus 2 pour l'instant. Après, on espère que ça va changer parce qu'on est en cours de... Il y a une réingénierie qui est en cours en ce moment dans une optique d'universitarisation. Et si on arrive à être universitarisé, comme on fait 3 ans d'études, on sera reconnu licence. Ce qui ne nous empêche toutefois pas de poursuivre nos études en faisant des diplômes universitaires, en réalisant des masters ou ces choses-là. C'est simplement qu'au niveau des démarches, pour les masters notamment, il va falloir prouver auprès des écoles. Donc souvent, vous demandez un appui de votre institution et ça se passe très bien, que vous avez bien fait 3 ans d'études, donc vous pouvez intégrer un master. Donc au niveau des renseignements, Maître Diapo, il vous sera joint par le tutorat sur le site de la NEP, qui est notre association nationale de référence. Il y a tout un document avec un référencement assez large de poursuite d'études possibles qui est classifié par thématique. On peut aussi faire une poursuite d'études en psychomotricité. Donc ça, c'est un master qui est exclusivement à Paris et c'est plus dans une orientation de cadre de santé. Et donc le tout dernier lien, c'est la page précise du site de la NEP que je vous ai mis juste au-dessus. Voilà. Et juste pour repréciser, nous, étant donné qu'on fait partie de l'UFR Santé, normalement, donc ça c'est pareil, ça a reconfirmé, c'est un petit peu des hypothèses, on devrait être considéré déjà comme diplôme universitaire. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite parce que ce voilà, serait c'est ça. vachement pratique. Donc normalement, l'accès au master sera un petit peu plus facile pour nous derrière, mais ça, on ne sait pas. Donc, du coup, pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le tutorat Santé Besançon, l'ANEP, donc notre association nationale, si jamais vous voulez avoir des renseignements sur le fonctionnement global ou d'autres institutions, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Donc, l'ANEP a un Facebook, un Instagram. Et on vous a aussi joint l'Instagram de l'Association des psychomotriciens de Besançon. Je suis la présidente, voilà, j'ai oublié de le dire en me présentant. Étant donné qu'on est la nouvelle promo, et ben, on a voulu créer notre corpo et on a fait un petit peu mixte corpo et asso étudiante, étant donné qu'on n'est que 10 pour l'instant.
Donc voilà, donc on est sur Besançon, on est sur Instagram, pardon, donc c'est epma-du-bas Besançon. On répond très vite. Si vous avez des questions sur les cours, sur tout et n'importe quoi, on est là, il n'y a pas de souci. Je confirme qu'ils répondent très vite parce que quand je les ai contactés la première fois, je crois qu'en une demi-heure, ils avaient répondu un pavé à mon truc de 40 lignes. Non, ils sont vraiment efficaces, c'est super chouette. Et ils sont très gentils. C'est gentil. Du coup, on sait que c'est un petit peu dense, mais avez-vous des questions sur les instituts, les orientations, des choses qui n'étaient pas claires, des exemples qui vous ont semblé bizarres ou autres? Et on vous promet qu'on mange personne. Si vous préférez passer par écrit, vous n'avez pas envie d'allumer votre micro, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de souci. On va attendre un petit peu que les questions se posent, mais du coup, pendant ce temps, je voulais juste vous redire aussi, du coup, ce soir de 18 à 20 heures sur Discord, du coup, il y a aussi des tuteurs qui seront présents pour répondre à vos questions si vous hésitez entre des spé, etc., que vous voulez en discuter. Donc, sans problème, on va essayer d'avoir du coup des tuteurs de toutes les spé. Donc, si vous avez encore des interrogations après les interventions, vraiment, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ce soir. Toujours en attendant que certains écrivent, du coup, moi j'avais une petite question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans la psychomotricité? Tu veux commencer, Juliette? Bah, comme tu veux. Bon, vas-y, lance-toi. Alors moi, j'ai un petit parcours un petit peu particulier. J'ai redoublé ma PACES déjà. Et la deuxième année de PACES, donc j'ai préparé tous les concours sauf dentaire, parce que je savais que je n'allais pas avoir. Donc voilà, j'ai un petit peu tout préparé. Et comme objectif, moi, j'étais plutôt partie sur médecine, sage-femme et kiné.